Trends, c'est le rendez-vous des mutations et des tendances sur Be Smart for Change. 2 fois par mois, l'émission s'installe au cœur des événements qui font bouger la France et les filières. Et l'événement que nous avons choisi aujourd'hui, c'est une date révélée par la lettre d'information féministe Les Glorieuses. Le 10 novembre à 11h31 et 22 secondes, les femmes travailleront gratuitement. On va donc parler d'égalité salariale dans ce Smart Trends. Comment en faire une réalité ? Smart Trends consacré à l'égalité salariale femmes-hommes. Qui de mieux pour en parler que Mercedes Serra? Bonjour. Bonjour. Heureux de vous accueillir de nouveau dans nos émissions sur Be Smart. Vous êtes l'une des fondatrices de BETC, première agence française de publicité, présidente du conseil de surveillance du groupe BETC. L'égalité salariale femmes-hommes, est-ce que on a déjà pas mal partagé lors d'autres interviews, vous diriez que c'est le combat ou l'un de vos combats de toujours? C'est un de mes combats de toujours, mais c'est pas le combat le plus essentiel pour moi parce que, en fait, il y a une agglomération de sujets autour des femmes. Mon combat important, c'est celui de la vraie égalité. Et là, je pense qu'on est loin. Donc, le salaire fait partie de cette égalité, mais pas que. La position des femmes, le partage dans la vie professionnelle de l'égalité avec les hommes pour tout ce qui concerne la vie de la maison, la vie avec les enfants. Il y a plein de choses Parce que les deux sont liés, en fait. Quand il n'y a pas d'égalité à la maison, finalement, c'est plus compliqué aussi pour les femmes professionnellement. En fait, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous bloquent, qui bloquent les femmes, qui ne sont pas toujours extérieures aux femmes. Parfois, c'est dans la tête des femmes. Ça peut arriver aussi. Et ça arrive très souvent parce qu'on hérite quand même d'une culture qui est une culture millénaire. Donc, on ne va pas faire semblant d'une culture millénaire. Même moi, je suis soumise à cette culture millénaire et je fais beaucoup trop de choses à la maison. Donc, en fait, moi, j'ai travaillé 2 fois plus que Maurice Lévy dans la vie. Parce que lui, il avait, en gros, quand il rentrait chez lui, tout le monde l'admirait et il faisait rien. Moi, je faisais beaucoup de choses. Donc, et c'était ce qui était le plus fatigant. Et c'est ce qui est le plus fatigant. Ça a forcément des conséquences Bien ensuite sûr, sur la vie d'énormes conséquences. Parce que ça veut dire que, il faut que les femmes s'autorisent l'ambition, qu'elles aient pas peur avec cette ambition de mettre en cause leur équilibre familial, si elles pensent qu'elles vont détruire leur vie de famille parce qu'elles vont grimper ou je ne sais pas trop quoi, ça passe jamais dans la tête d'un homme. Et d'ailleurs, quand on dit bouger et aller vers l'égalité, on dit bouger aussi les hommes, parce que ça va être quand même intéressant qu'on pose qu'aux femmes la question « et qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez avoir des enfants ?» Mais moi, je veux qu'on la pose aux garçons. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, les enjeux d'égalité, c'est des enjeux lourds. Donc, au-delà de cet enjeu de salaire, il y a le partage des tâches. Il y a comment est-ce qu'on leur crée l'ambition possible pour qu'à tous les niveaux des différents jobs, elles soient là et qu'elles ne soient pas là juste en bas, mais qu'elle monte. Et si on regarde profondément, il y a l'inégalité salariale, mais regardez le CAC 40, regardez les patronnes. Il n'y a pas beaucoup de patronnes dans le CAC 40. Donc, on fait la fête chaque fois qu'il y en a une. Mais enfin, bon, le jour où on arrêtera de faire la fête, ça sera une bonne nouvelle, je pense. On n'a jamais passé les 5 doigts d'une main, bien sûr. On a toujours été en dessous. Et en plus, à chaque fois, on me dit « Ah, c'est formidable, non ?» Non, mais non, c'est pas formidable. Après, il y a une ambiance générale qui va pas dans le sens des femmes aujourd'hui, parce que ce qui nous arrive dans le monde est grave. Donc, qu'on ait Poutine d'un côté ou l'état de masculinité est grave, que Trump, qui est quand même... Oui, c'est la caricature du mal alpha à la tête de deux des plus grandes puissances du monde. Bien sûr, et nous, moi j'ai une vraie angoisse parce que dans les trends de jeunes, on voit monter cette masculinité, on voit monter la violence à l'égard des femmes. Donc je pense que c'est une période où il faut faire très attention. Pour moi, l'égalité femmes-hommes, c'est pas un sujet à côté. C'est un sujet fondamentalement qui pourrait changer le monde. Et là, il a besoin d'être un peu changé, là. Parce qu'il est en lien aussi avec le respect des droits humains, le respect de la vie, donc des choses qui sont lourdement importantes. Alors, on va quand même prendre un peu de temps pour parler de ce levier de l'égalité salariale avec ces données. Si on regarde dans le secteur privé, le revenu salarial moyen des femmes est inférieur à 20-22% à celui des hommes. Depuis 1995, on va essayer quand même d'être aussi un petit peu positif, cet écart il s'est réduit
environ d'un tiers. Donc ça se réduit pas suffisamment vite. Est-ce que d'après vous, ces progrès, ils ont été obtenus parce qu'il y a eu des lois, des quotas dans les instances dirigeantes, l'index d'égalité professionnelle? Est-ce que le levier réglementaire a quand même permis un progrès? Alors moi, je pense qu'il est fondamental. Je pense qu'il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas ruser, il ne faut pas attendre que ça arrive tout seul. Naturellement, il ne se passe rien. Ouais. Donc je pense que oui, bien sûr, on a des grandes combattantes. Moi, j'ai combattu sur les quotas à une époque où toutes les femmes me disaient, me disaient, oh, je ne veux pas être une femme quota. Je leur répondais que les hommes étaient à 100% quota et que ça n'avait pas posé un problème et que ce n'était pas grave. Donc, il fallait rétablir une situation qui durait depuis des mille et des mille et que c'était normal. Et ça a mis longtemps. Maintenant, c'est intégré. Elles disent ça, c'est mignon d'ailleurs, leur phrase qui montre un petit peu de culpabilité. Elles sont formidables, les femmes. Elles sont tellement gentilles et tellement parfois soumises à une notion de culpabilité. Elles disent, on en a besoin en ce moment. Hein. Mais on peut, je sais pas, moi, chez BETC, mon problème au recrutement, c'est que j'ai trop de filles et pas assez de garçons. Parce que c'est dans le secteur de la communication en général, parce que là, ça paye moins. Alors, vous savez, les garçons, ils sont malins. Hein. Et je trouve que c'est des choses, qu'il y a des choses qu'il faut qu'on prenne aux garçons. Il faut être maline aussi. Mais du coup, moi, j'ai besoin de garçons. Donc, j'ai des quotas en faveur des garçons. Vous avez des quotas inversés? Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense qu'il faut arrêter les dramaturgies. C'est bien d'avoir des sociétés équilibrées. C'est bien de choisir à des moments donnés. Moi, je crois tellement à la mixité. Je pense que le fait d'avoir des filles et des garçons à l'équilibre chez BETC, ça a fait une partie du succès de BETC. Donc, de mon agence de communication. Oui, bien sûr. La question du plafond de verre, c'est à la fois, ça peut sembler un cliché, mais en même temps, c'est une réalité, sans doute pas chez BETC, mais pourquoi plus on monte dans une entreprise, moins on trouve de femmes? Est-ce que c'est parce qu'on a le retard initial qu'on n'arrive pas à rattraper? Est-ce que c'est parce qu'il faut plus de femmes à un poste hautement hiérarchique qui va être proactive en la matière? Comment vous l'expliquez? En fait, il y a énormément de raisons. C'est exactement ce que je vous disais auparavant. La raison de... Si vous ne rééquilibrez pas les familles, vous n'arriverez pas à résoudre ce problème. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'une... Pourquoi, pardon, j'interromps? Parce que plus on monte dans la hiérarchie, plus on doit avoir de temps à consacrer à l'entreprise. Bien sûr, quand même. Il n'y a pas de miracle. On n'est pas patron comme ça, quoi. Moi, je veux bien, mais les responsabilités et l'argent, il faut quand même qu'on les mérite un peu. Enfin, ça serait bien. Et donc, il y a une pression. Et la pression, elles l'ont déjà, très fortement. Et la double pression, elle est très, très lourde. Donc, je vais vous donner un exemple. Chez nous, BETC, on est empathique, on est sympa, tout ce que vous voulez. Les filles, elles ont au même âge 10 points de stress de plus que les hommes. Et c'est pas moi qui leur apporte le stress. Ça se passe à l'extérieur. Donc, c'est parce qu'elles arrivent avec des listes, elles arrivent... Donc, on me dit, les hommes ont évolué. Oui, un peu quand même, il ne faut pas exagérer. Maintenant, ils poussent un landau avec bonheur. Donc, voilà. Mais la vérité des partages des tâches n'est pas vraiment réelle. Et surtout, on parle de charge mentale. On parle de cette célèbre phase qui consiste à ce que l'homme, même le mien, me dise « Comment je peux t'aider ?» Mais pourquoi moi? Aider quoi? Tu aides la famille, tu fais... Voilà. Donc, il y a une telle différence en termes de charge que c'est difficile. Donc, il faut expliquer que cette charge, elle se partage, ça bloque, ça rentre dans des stéréotypes. Est-ce que je suis vraiment une maman suffisamment? Ça fait beaucoup de choses. On vous culpabilise. Moi, on m'a culpabilisé 150 fois sur mes enfants. Est-ce que je les aime vraiment? Oui, je les aime vraiment. Donc, des tas de choses qui font frein. Et puis après, il y a les freins qui viennent de l'autre côté. Les hommes, ils mettent un peu du leur, quoi. Aujourd'hui, on me raconte, très souvent, les hommes me racontent des choses incroyables. Ils me disent, oh là là, avec toutes ces lois qui favorisent les femmes. Non mais, je rêve, quoi. Il y a encore on de la dirait marge. qu'on leur prend de la place. Il y a encore de la marge. Voilà. Sur le rôle de la publicité, parce que c'est majeur dans une société, alors, la publicité. Est-ce que la pub... elle fait évoluer justement le regard, les rôles modèles des femmes. Est-ce qu'on ne continue pas de les cantonner un peu dans certaines catégories? À la différence de ce que tout le monde croit, la pub est en avance. C'est-à-dire que j'ai fait 12 fois des études dans tous les sens, parce que quand je vais quelque part, on parle toujours de la pub.
Hein, c'est la pub qui... Ben non, la pub, elle est plutôt un peu en avance, mais pourquoi pas pour faire du bien aux femmes? C'est parce que la pub, elle raconte pas exactement la vie réelle. Si vous voyez, la vie réelle, c'est que c'est elles qui font le ménage. Et bien, si je le montre dans la pub, elles s'énervent. Pourtant, la vraie vie, c'est qu'elles font le ménage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, dans leur tête, elles trouveraient ça sympa qu'on ne les montre pas uniquement comme ça, et donc on ne le montre plus, ça. Donc, la pub, elle anticipe. Elle est un tout petit peu en avance. Elle est un peu en avance. Maintenant, on va oublier ça, parce que ça, c'est la pub des marques. Oui. Les marques, elles ont quand même collaboré, les grands films pour faire avancer les femmes, elles ont été faites par les marques en corporate qui ont mis des sous pour expliquer les femmes et la science, pour expliquer qu'une petite fille, ça courait aussi bien qu'un garçon. Donc, ils ont fait des tas de choses comme ça. Mais l'État a un rôle. Moi, ce que je veux, c'est parler à l'État, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les freins. La pub est là pour les lever, pour rentrer dans les familles. C'est compliqué. Vous pensez bien qu'un papa et une maman, ils aiment leur petite fille, donc c'est pas eux qui disent « tu feras pas de science ». Un peu quand même, mais ils s'en rendent pas compte. Mais sans y penser. Voilà. Donc c'est l'éducation là. Donc dont là, vous parlez. La publicité, elle est importante, l'éducation est clé, et il y a beaucoup de choses. Mais quand vous dites, je me tourne vers l'État. Je me tourne vers l'État parce que c'est des campagnes étatiques qu'il faut faire. D'accord. Bien sûr. Moi, j'ai même proposé de les faire gratuitement. Donc, ça, c'est interdit pour l'État. Mais globalement, j'en ai fait beaucoup gratuitement pour des associations. Mais vous vous rendez compte, on peut bien sûr expliquer pourquoi une petite fille, ça vaut un petit garçon en mathématiques. Ce qui ferait du bien aux parents et aux enfants. Parce que même les gamines nous disent qu'elles sont moins bonnes que les garçons en maths. Et ce qui ferait du bien aux entreprises derrière, parce qu'on sait que les entreprises qui ont de la parité, de la mixité, elles sont plus efficaces. Sur l'éducation, ça veut dire que on continue aujourd'hui, sans doute le plus souvent inconsciemment, de faire perdurer on n'a pas des objectifs. On n'a pas d'objectifs. Moi, ministre de l'Éducation, me voilà, ministre de l'Éducation, je dis, il nous faut tant de filles. S'il nous faut tant de filles, on va les avoir. Hein. C'est un objectif. Nous, dans notre métier, on apprend à analyser les freins. Qu'est-ce que vous avez dans la tête qui bloque? Par exemple, on s'est aperçu que dans les écoles non mixtes, les filles réussissent mieux en maths que dans les écoles mixtes. C'est quoi cette histoire? Cette histoire, c'est que dès qu'elles se comparent, elles ont l'impression qu'elles sont moins bonnes. Si vous appelez les mathématiques, géométrie ou dessin, elles sont meilleures. C'est quoi ces histoires? Donc, notre métier, c'est de lever ces faux freins. Je travaille avec la Fondation du Collège de France. Fondation du Collège de France. Elle dit il n'y a aucune différence dans la tête d'une petite fille ou d'un petit garçon pour les mathématiques et pour le reste non plus. Donc, faisons en sorte de lever des freins qui sont des freins historiques et qui vont quand même nous aider à créer quelque chose qui s'appelle la vraie égalité. Merci beaucoup, Mercedes Serra, et à très bientôt sur l'antenne de Be Smart for Change. On va continuer ce Smart Trends et on va recevoir la porte-parole, l'une des porte-paroles des Glorieuses, pour nous expliquer comment elle arrive à cet écart salarial entre les femmes et les hommes. Smart Trends consacré à l'égalité salariale, et je vous présente les invités de notre débat. Insaf El Hassani, bonjour. Bonjour bienvenue. Thomas. Vous êtes la porte-parole des Glorieuses, et Marie Donzel, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes directrice associée du cabinet de conseil Alternego. Je vais commencer par quelques mots de présentation. Les Glorieuses, c'est quoi? C'est une association? C'est un collectif? Qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est plutôt un mouvement qui a été créé par Rebecca Amsalem il y a 9 ans, presque 10 ans maintenant, et qui a pour objectif de calculer le jour exact qui matérialise les inégalités salariales. Aujourd'hui, ce collectif-là, ou ce mouvement-là, a été rejoint par d'autres femmes dont je fais partie, puisque je suis une des porte-paroles. Il y a aussi Héloïse Boll et Marie-Éloi qui sont porte-parole, et d'autres femmes qui contribuent au rapport que éditent chaque année les Glorieuses, notamment Laetitia Vito et d'autres économistes, et d'autres femmes. Parce que vous allez nous expliquer dans un instant comment vous arrivez à ce calcul et à cette date du 10 novembre, le jour à partir duquel les femmes commencent à travailler gratuitement. Votre cabinet de conseil, Marie Donzel, Alternego, quelle est sa spécificité? Alors Alternego prend en charge et adresse tous les sujets de transformation du travail. Donc certes des sujets de diversité et inclusion, également des sujets de dialogue social, des sujets de coopération, de négociation, management, bref tout ce qui aujourd'hui agite
le monde du travail tel qu'il se transforme. Et avec vous, on va notamment parler de transparence salariale, parce que ça nous semble être un levier potentiellement intéressant. 10 novembre, 11h31, 22 secondes. À partir de cette date et horaire précis, les femmes travaillent gratuitement. Comment vous calculez cet écart salarial? Alors très simplement, c'est un produit en croix. On prend le nombre de jours qu'il y a dans l'année, on prend le chiffre d'Eurostat parce que c'est un chiffre européen sur lequel on peut vraiment se baser. On fait un produit en croix et on arrive à la date du 10 novembre à 11h31 et 22 secondes. Et c'est pour ça que depuis 9 ans, la date bouge tous les ans parce que tous les ans, les inégalités salariales, l'écart de salaire entre les femmes et les hommes ne se matérialise pas concrètement à la même date. Oui. Est-ce qu'il est plutôt en train de se réduire, cet écart salarial? Oui. Oui, il est plutôt en train de se réduire puisqu'on passe à 14,2% cette année. De mémoire, je dirais qu'on a gagné presque 1,5 point depuis le lancement du mouvement il y a 9 ans. C'est une bonne chose, mais on a également fait le calcul pour savoir à quelle date, à ce rythme-là, on atteindrait l'égalité salariale. Et on a découvert que c'était en 2137. Donc, ça fait quand même un peu longtemps. C'est loin. Il y a du progrès, mais il faudrait quand même essayer d'aller accélérer. Passer la deuxième. Vous lancez une pétition à l'occasion de cette date symbolique. On voit bien quel est l'objectif d'une pétition, mais en quoi ce levier peut être utile? En fait, l'objectif d'une pétition et le levier de la pétition, c'est la mobilisation. En fait, nous, on essaye de passer d'une responsabilité individuelle, parce que finalement, les inégalités salariales, c'est avant tout un cas individuel, pour arriver à une responsabilité collective. Et plus de femmes seront mobilisées, plus d'hommes seront mobilisés, plus de personnes physiques seront mobilisées, et plus on entraînera avec nous les pouvoirs publics et aussi les entreprises pour mettre en marche le mouvement vers l'égalité salariale. Plus de femmes et d'hommes, Marie-Donzelle, parce que c'est évidemment une question qui concerne aussi les hommes. Les concerne, je dirais, à tous les chefs, parce que d'abord, pour danser le tango, il faut être deux, de façon générale. Et quand on sait qu'une partie des inégalités salariales procède, par exemple, assez directement des inégalités de partage des tâches domestiques, 72% du temps de travail domestique qui est entre les mains des femmes encore aujourd'hui, ça fait que c'est du temps qu'elles n'occupent pas à travailler, à réseauter, à chercher des opportunités, à faire des heures sup. Donc en fait, on peut faire le chemin assez directement de l'un à l'autre. Donc en fait, au moins dans les couples hétérosexuels, les hommes sont concernés. Et parfois, on a un peu envie de leur dire que la première manière de lutter contre les inégalités salariales, c'est de prendre leur pleine part des sujets. Et puis après, ils vont être concernés aussi parce que l'égalité salariale, elle va clairement rebattre les cartes des relations femmes-hommes. Vous savez, on a des études qui montrent que, par exemple, des hommes sont gênés d'être avec une femme qui gagnerait autant, voire plus qu'eux. Ça en dit long sur combien il est attendu aussi d'eux, dans ce mouvement d'égalité salariale, de pouvoir travailler à une déconstruction et surtout à une reconstruction d'une forme de masculinité. Moi, ça m'est arrivé, il y a eu des phases comme ça, une ou deux fois dans ma vie. J'ai trouvé ça super de voir notre compte bancaire commun qui allait très très bien. Bref, je ne suis pas là pour raconter ma vie. Il y a une directive européenne sur la transparence des salaires qui devrait être transposée en droit français. On va peut-être expliquer ce que dit la directive européenne, Marie-Donzelle, pour commencer. Et puis ensuite, question subsidiaire, on en est où sur l'application en droit français? Déjà, c'est quoi cette directive? Alors, c'est une directive qui pose plusieurs principes. Elle a clairement une intention forte qui est de réduire les inégalités salariales, partant aussi du principe que une des raisons pour lesquelles les femmes demandent moins d'argent, c'est aussi qu'elles n'ont pas accès à l'information réelle. On a souvent dit que c'est parce qu'elles manquaient de confiance en elles. Moi, j'ai jamais beaucoup cru au fait qu'elles manquaient de confiance en elles. J'ai toujours cru au fait que si l'information était disponible, ce serait plus simple. La directive, donc, elle va avoir principalement 3 dimensions. La première, c'est la nécessité d'informer sur la tranche de salaire sur les offres d'emploi. Donc les offres d'emploi vont devenir transparentes et ça concerne autant les hommes que les femmes, parce que tout le monde a envie de savoir où il met les pieds en termes salariaux. Et donc combien il peut demander d'une certaine façon en répondant combien il peut demander, ou ne pas perdre de temps en se disant c'est pas pour moi. C'est 20% ou 30% en dessus de ce à quoi j'aspire, c'est pas la peine, c'est pas la peine que j'y aille. La seconde dimension, ça va être le fait que donc il y a même 4 des dimensions, parce que la seconde dimension, ça va être le fait qu'on ne pourra plus interroger les personnes sur leur salaire antérieur au moment de discuter salaire avec la personne. Ça veut dire que on ne fera plus de salaire au profil, mais vraiment au poste. D'accord. Et ça annule beaucoup de biais
Oui. La troisième dimension, ça va être que des salariés en poste vont pouvoir demander le niveau de salaire moyen des personnes qui occupent un poste équivalent. Okay. Donc là, c'est pareil, hein, vous vous rendez compte que vous êtes 15% en dessous de votre voisin, alors vous travaillez ni plus ni moins bien, vous avez autant d'ancienneté. Bon, vous allez réclamer, et ça va avec du coup des budgets de rattrapage salarial pour que les entreprises corrigent ces écarts. Et la dernière dimension de cette directive, c'est l'obligation de reporting. On peut rentrer dans les détails, mais selon la taille, la taille des entreprises, tous les ans ou tous les 3 ans, en tout cas, une transparence vis-à-vis du public. Je vous reposerai la question sur l'application en droit français. Vous y êtes favorable, j'imagine, évidemment. C'est même un des combats que vous portez, la transparence salariale ? Évidemment, c'est un des combats qu'on portait et le rapport de l'année dernière a suivi les 2 eurodéputés qui ont fait énormément de lobbying et relate toute cette histoire-là des eurodéputés qui ont fait tout un travail de lobbying pour qu'on arrive à cette directive européenne qui sera obligatoirement transposable dans les pays de l'Union. Oui, mais pour l'instant, ça ne l'est pas encore en droit français. Alors, vous savez, la France traverse une période politique compliquée. Une période politique compliquée et a 2 petites tendances fâcheuses vis-à-vis des directives européennes. La première, c'est de les transposer tard. La deuxième, c'est de les détricoter un petit peu quand elles les transposent. Bien. À ce stade, il faut, je pense, être assez lucide sur le fait que, normalement, c'est pour juin 2026. C'est pas à l'agenda du Parlement. J'aimerais bien que ça le soit, mais ça l'est pas. Il y a peu de chances pour que ce soit transposé en droit français en juin 2026. Alors, une directive peut quand même s'appliquer dans les faits en droit, même si elle n'est pas transposée. En tout état de cause, nous, ce qu'on dit à nos clients, entreprises, c'est n'attendez pas qu'elle soit transposée pour commencer à anticiper. Il y a du travail. Il y a du travail. Donc, même si on glisse de 6 mois, janvier 27, ou d'1 an, juin 27, il faut s'y mettre maintenant. Est-ce que ça veut dire que, vous l'avez dit, les entreprises, elles vont devoir rattraper d'une certaine façon le retard ? Ça va avoir un coût ? Oui. Ou est-ce que ça veut dire que les salariés masculins vont être à l'arrêt pendant un certain nombre d'années ? Un peu des deux. Alors, on va essayer de ne pas effrayer tout le monde, mais oui, ça va avoir un coût, et c'est pour ça qu'il est essentiel que les DRH et les dirigeants articulent absolument ce travail, qui est notamment un travail de structuration et de cotation des postes, pour arriver au travail de valeur équivalente. Que ce soit articulé avec le dialogue social, parce qu'en dialogue social, par exemple, vous allez pouvoir discuter d'échéances de rattrapage. Vous n'êtes pas obligé de tout rattraper en 1 an. Vous pouvez imaginer que vous rattrapez sur 2-3 ans, vous avez une trajectoire négociée avec les instances représentatives du personnel. Et pour ce qui concerne les salaires des hommes, dans les faits, il faut s'y attendre. C'est-à-dire que oui, aussi longtemps qu'on n'aura pas rattrapé, il y a des chances pour que ça tasse les augmentations. On ne va pas les faire stagner, ça va les tasser. Et là, nous, ce qu'on dit, c'est vraiment articuler ça avec le partage de la valeur, pour ne pas avoir des hommes qui seraient frustrés à l'idée qu'ils donnent beaucoup à la boîte et qu'il n'y a rien qui sort pour eux. Mais alors, on anticipe, moi j'anticipe déjà, en tout cas, ce que certains chefs d'entreprise vont dire. On n'a pas les moyens, notre entreprise n'est pas en suffisamment bonne santé pour faire ce rattrapage aussi vite. Ou alors, il y a un autre argument, parce que quand vous parlez de transparence salariale, finalement, ça peut aussi concerner 2 hommes qui se comparent à un poste similaire ou 2 femmes qui se comparent à un poste similaire, avec tous les conflits potentiels que ça peut générer. Qu'est-ce que vous vous apprêtez à répondre aux chefs d'entreprise qui diront « Oh là là, c'est une bombe à retardement, ce que vous nous proposez ». Alors, c'est vrai. C'est une bombe à retardement. Il faut regarder les faits tels qu'ils sont et être réaliste. En revanche, déjà, la première chose, c'est que ça n'impacte que les entreprises de plus de 100 salariés. Donc j'espère pour eux qu'ils ont fait appel à Marie Donzel, ou en tout cas un cabinet Alternego, ou n'importe lequel des cabinets, en tout cas un accompagnement pour se préparer à cette transparence. Et c'est pour ça qu'il ne faut justement pas qu'ils attendent que le couperet tombe pour se préparer et être pris de court. Et puis ensuite, il faut aussi leur expliquer que, oui, en fait, c'est une avance que les femmes leur ont faite depuis tant d'années. Grâce à l'avance de travail gratuit, elles ont permis à ces entreprises de faire énormément d'économies. Donc aujourd'hui, il est juste question de rééquilibrer les choses. C'est comme s'il y avait un rattrapage fiscal. Ils ne s'en reprendraient pas à l'administration fiscale. Ils ne seraient peut-être pas contents, ça, je ne peux pas leur retirer, mais ils ne s'en prendraient pas à l'administration fiscale. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est clair d'un point de vue juridique, c'est que les femmes et les hommes doivent être payés à travail égal, doivent avoir
avoir un salaire à salaire égal. L'obscurité sur les salaires, en tout cas le fait que c'était très compliqué d'avoir accès à cette information, a favorisé les entreprises. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il faut se mettre à la page juridiquement et légalement, et c'est aussi une question d'équité. Ouais. D'autant plus, j'aimerais terminer en leur disant allez-y. Que de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que la rémunération est un élément qui anime l'attrait des salariés et des talents. Donc si de toute manière, ils sont dans des politiques où ils souhaitent attirer les meilleurs talents ou attirer des talents, les retenir, les fidéliser, il va falloir de toute manière animer ce sujet de la rémunération. Ouais. Et plus ils seront plus ils seront alignés avec cet esprit d'équité et d'égalité salariale, et plus attireront les nouvelles générations et les anciennes. Ouais. Avec une question, je disais, ça concerne effectivement femmes-hommes, mais aussi deux salariés voisins qui vont se rendre compte qu'ils ne sont pas payés de la même façon. Ou alors il va falloir peut-être, parce que on n'est pas obligé, quand on est chef d'entreprise ou de RH, de payer tous les salariés au même niveau pour un travail de valeur égale. C'est là que je trouve que la définition peut être compliquée. Il y a des salariés plus productifs et plus efficaces que d'autres. Alors oui, il y a des salariés plus productifs et plus efficaces que d'autres. Et, ça s'appelle le mérite. Ça s'appelle le mérite. Vous avez quand même un certain nombre d'instruments qui sont à la main du management pour éventuellement faire des primes, des bonus, etc. Mais il faut quand même surveiller ça parce que, encore une fois, et c'est là que le reporting va être intéressant, force est de constater que la façon dont on lit la performance est genrée aussi. Et que c'est un fait. C'est un fait. C'est-à-dire que... Ça, je l'entends, mais avec la transparence salariale, il y a deux salariés qui sont côte à côte dans un bureau qui vont se rendre compte qu'ils ont, je ne sais pas, 20% de, quel que soit le genre, 20% d'écart. Et il va falloir, en tant que manager, dire attends, si tu gagnes 20% de moins, c'est parce que tu travailles moins bien que ton voisin. Il faudra pouvoir justement s'en défendre, pouvoir s'en expliquer, s'en défendre, parce qu'effectivement, le cas ultime que vous présentez là, c'est on a un glandeur qu'en fout pas une, ça existe, et une personne qui est ultra performante, etc. À mon avis, ça pose plusieurs questions dans celle-ci. Bon, la première, c'est effectivement de savoir comment est-ce qu'on les distingue l'un de l'autre, et on n'a pas que non plus l'outil de la rémunération, c'est-à-dire qu'il y a un moment où en fait, si on a quelqu'un qui glande, il faut aussi savoir envisager de s'en séparer, par exemple. On ne va pas non plus rester là-dessus. Si on a quelqu'un qui surtravaille, il faut peut-être envisager aussi de le calmer, bien sûr, parce que c'est pas non plus quelque chose de complètement sain et serein, notamment pour la coopération et le collectif. Et puis il y a tout le management. C'est-à-dire que pour moi, la question qu'on pose là, c'est pas une question de salaire, c'est une question de comment un manager fait pour motiver ses équipes et faire qu'il a une homogénéité dans son équipe de gens qui sont à peu près tous aussi engagés les uns que les autres. Ça crée des défis potentiels aussi pour les managers. Allez, on prend encore une minute, parce qu'il y a un thème qu'on n'a pas abordé, Insafel Hassani, c'est la question des métiers à prédominance féminine qui sont mal rémunérés, moins bien rémunérés. Comment on peut, là aussi, lutter contre cette inégalité ? Je pense qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités parce que c'est l'un des plus mauvais payeurs. Quand on voit que les infirmières sont sous-payées, les sages-femmes sont sous-payées, tous ces métiers à prédominance féminine, c'est les métiers du care, ce qu'on appelle du care, du soin, en principe, et elles sont en prédominance féminine, en prédominance... C'est souvent l'État qui est l'employeur. Exactement. Et donc, l'État est un très mauvais employeur et l'État est un très mauvais payeur. Et donc, il y a aussi une responsabilité que l'État doit prendre à sa charge, qui est de montrer l'exemple. Et quand on veut montrer l'exemple, on paye correctement, au juste prix, ses employés. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, je vous dis à très vite.